dans notre vie quotidienne, nous ne pouvons pas toucher. Donc, c'est un roman un peu particulier quand même. Alors, en plus, il y a une chose par rapport à l'idée du roman, c'est que c'était un des interdits de Lanzmann, notamment. Lanzmann, qui était le surmoi de toute sa génération et de la génération d'après, c'était l'interdit d'écrire justement des fictions sur la Shoah. Alors moi, je peux toujours dire que c'était pas sur la Shoah. Bon, ça serait un peu facile. En même temps, le problème, c'est que tous les témoins meurent. Le jour où je faisais la semaine où je faisais l'émission l'année dernière, un des témoins du train, je vais en dire deux mots, était mort. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, dans 10 ans? Puisque plus personne de ceux qui ont vécu ça ne pourront parler. Déjà, quand ils parlent, il y a les négationnistes pour dire que c'est faux. Alors après, vous imaginez, ceux dont... même pas de ceux qui ne connaissent pas Auschwitz. Il y a plein de pays où on ne sait pas ce que c'est qu'Auschwitz. Moi, je suis effaré quand je vais faire des conférences dans le monde, pas sur le roman, mais sur d'autres choses. Il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est Auschwitz, qui n'ont jamais entendu parler d'Auschwitz. Pour vous, ça paraît bizarre, parce que vous, on vous bassine dessus. Mais il faut. Donc, qu'est-ce qui se passera quand tous ces gens sont morts? Il faudra bien, à un moment ou à un autre, trouver d'autres façons. Et l'écriture fictionnelle est une des façons possibles. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que, par exemple, Schindler, c'est une fiction, c'est un peu le même genre, entre guillemets, vous voyez, une fiction réaliste, une fiction inspirée d'une réalité. Mais alors, personnellement, je n'ai pas du tout aimé le film. Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas un film intéressant, passionnant, mais si vous voulez, c'est un film qui, pour moi, dégouline à certains moments de pathos. Vous vous souvenez peut-être, vous l'avez vu, la liste de Schindler? Non. Alors, ça vaut le coup d'être vu, hein, bien sûr. C'est bien mieux que le film Holocauste, que la série s'appelle Holocauste. C'est bien mieux, même si ça a aussi des défauts de la série Holocauste. Mais ça a le mérite de faire prendre quand même un peu conscience de tout cela. Mais par exemple, ce qui me gêne dans ce film, c'est que quand les gens descendent des wagons, et les déportés descendent des wagons et rencontrent les Allemands, avec les chiens, on se dit, mais ils sont bien sympathiques, ces Allemands. Alors bien sûr, ils leur gueulent un peu dessus, ils donnent quelques coups, les chiens aboient, mais dans la réalité, ils jetaient les chiens qui bouffaient les enfants. Bon, et ça, évidemment, Schindler ne montre pas. Donc, vous voyez comment c'est aussi une invention, un autre type d'invention. Je ne sais plus aussi ce que je voulais dire, parce que tout ça est un peu perturbant. Schindler, oui, bon, la fiction. Oui, donc, Lanzmann dit qu'il ne faut pas écrire de fiction, on n'a pas le droit d'écrire de fiction sur la Shoah. En réalité, même des survivants ont écrit. Alors, pas la Shoah, mais vous connaissez peut-être, en français on dit Georges Semprun. En espagnol, je crois que c'est Jorge Semprún, qui est un écrivain résistant communiste qui a été déporté, qui est revenu, qui après est devenu ministre de la Culture de son pays, en Espagne, après la chute de la dictature. Lui, il a très vite écrit des romans sur cela. Il a écrit des fictions. Alors on dirait, mais oui, mais il avait vécu. Certes, mais finalement, est-ce qu'il est mieux documenté du fait de l'avoir vécu que nous, grâce aux historiens qui ont très bien documenté toute cette période-là? En fait, il nous est possible à tous de savoir, pas dans notre corps, c'est la différence fondamentale, sauf que peut-être par l'écriture des autres, on peut arriver par notre corps à être touché aussi. L'importance de l'enfermement dont vous parliez, je crois qu'il y avait besoin de donner ce sentiment d'enfermement pour pouvoir approcher un peu ce qu'ils ont vécu. Oui. Vous avez écrit une phrase de Paul Verlaine qui dit et tout le reste est littérature. Pourquoi avoir choisi cette citation? Est-ce que vous considérez que votre livre n'est pas de la littérature? Merci beaucoup. Parce que j'ai tendance à oublier cette exergue, mais qui pour moi est très importante. Je ne sais pas si vous comprenez la phrase de Verlaine. Moi, personnellement, pourtant, c'est mon métier. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Tout le reste est littérature. En général, on l'utilise pour dire bon, tout le reste c'est de la littérature, c'est rien. Autrement dit, la littérature, ça n'est rien par rapport au réel. Donc c'est ce que, en un sens, je dis avec cette phrase. Tout le reste, par rapport au réel vécu, ça n'est rien. Sauf que tout le reste est littérature. La littérature, c'est peut-être un des seuls chemins pour nous qui ne vivons pas, toucher ces réalités que nous ne vivons pas. Donc la littérature, elle est fondamentale. Moi, sans la littérature, je ne vivrais pas, je serais mort depuis très longtemps. Elle m'aide à vivre, véritablement, et en m'aidant à faire l'expérience du réel comme lecteur d'abord.
Un écrivain, c'est surtout quelqu'un qui écrit d'une autre façon, qui lit d'une autre façon. Et un lecteur, c'est quelqu'un qui écrit d'une autre façon aussi. Il n'y a pas une différence fondamentale entre les deux, je crois. Il y en a une, bien sûr, mais pas si importante qu'on pourrait le croire. Donc oui, tout le reste est littérature, c'est une façon de dire le reste n'est rien, et en même temps la littérature est tout. Elle peut atteindre à la réalité. Mais c'est un vrai problème. Qu'est-ce que la littérature par rapport au réel? Je vais vous donner un autre exemple, qui n'est pas du côté de la littérature, mais du côté du théâtre. Au moment des attentats de novembre 2015, il y avait une série de spectacles dans Paris. Il y en avait un, quand j'ai vu le jour des attentats, je pense que vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 15 novembre. Moi, il se trouve que j'étais au théâtre, un théâtre parisien, l'Odéon, Rouge et Or, où on faisait une performance de Angelica Lidl, qui est une performeuse espagnole, on va dire, grossièrement un peu trash. Et à un moment, elle scarifie un de ses acteurs, donc, qui se vide de son sang. Plus précisément, elle fait une prise de sang, elle lui prend des litres de sang, et après, elle va... c'est du vrai sang, et après, elle va badigeonner la scène. Vous sortez, vous tombez dans le réel, vous écoutez ce qui se passe. Bon, évidemment, là, la littérature, tout ce que vous voulez, ça n'est rien. Surtout quand c'est aussi dérisoirement fait que le fait Angelica Lidl. Vous comprendrez que je n'ai pas tellement aimé. Pas tellement aimé surtout parce qu'elle le faisait sur un autre qu'elle. Et que là, du coup, ça renverse. Quand elle le faisait sur elle, c'était autre chose. Mais sur quelqu'un d'autre que soi, il y a un geste, pour moi, fasciste. Et la metteuse en scène qui... Et donc, vous apercevez que le réel est beaucoup plus fort que la littérature, que l'art, etc. Sauf que ce n'est pas si simple que cela. Parfois, la littérature est aussi forte que le réel. L'art est aussi fort que le réel. C'est pour ça qu'on vous invite à lire. Je sais qu'aujourd'hui, vous lisez moins, on va dire, pudiquement. J'ai des enfants et mon dernier fils a exactement votre âge. Donc malheureusement, je vois les ravages, même si je pense que vous êtes plus structuré par l'endroit où vous êtes, mais que font les téléphones portables. Et je vous assure, en étant que sur... Alors, bien sûr, c'est le discours du vieux con qu'on vous tient tout le temps, mais tant pis. En étant que sur le téléphone portable, vous vous coupez véritablement du réel. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est là où la littérature peut nous aider à reconnecter d'une autre façon avec le réel. Mais ne pensez pas que la littérature, c'est à côté du réel. C'est une façon d'atteindre le réel, paradoxal. La minute vieux con est passée, est-ce que vous avez des questions? Oui. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la liste de Schindler, est-ce que c'est pas parfois nécessaire de peut-être faire des sacrifices un petit peu sur la réalité et les côtés très très durs pour que ça touche à un large public, que ça soit bien transmis oui. Si, vous avez parfaitement raison, c'est pour ça que ma critique, bon, je la formule parce que j'y crois, mais d'un autre côté, vous avez raison, c'est pour ça que je tenais à dire que c'était important ce film aussi. Parce que pour les personnes de la génération, ça doit faire 15 ans, 20 ans maintenant qu'il est sorti ce film-là, ça a fait un peu le même effet que pour nous en 79, Holocauste. Et en plus, c'était quand même nettement meilleur. Simplement, c'est important, je crois, d'avoir un certain regard critique aussi. C'est-à-dire, oui, c'est important pour la transmission, pour la diffusion, mais attention de ne pas nous laisser prendre au piège que ce film pose. Vous vous souvenez certainement du manteau rouge de la petite fille. Tout est en noir et blanc, sauf à un moment, le manteau de la petite fille sur le tas de... C'est quand même lourd, mais lourd. Enfin, moi, ça je trouve que c'est le pire moment du film. C'est là où je trouve que c'est obscène, si vous voulez, parce que c'est « Oh, regardez, la pauvre petite fille, elle a été déportée, il n'y a plus que son manteau rouge, comme son sang, etc. » Peut-être qu'il aurait pu s'abstenir de ce rouge. Je pense que le film aurait été bien plus fort sans le rouge du manteau. Bon. Maintenant, vous trouvez que c'est important. En tout cas, clairement, je vois que ce film vous a touché et qu'il a, ça c'est certain, il a eu un effet bénéfique au niveau de... parfois, il faut des accommodements. Moi, mon problème, c'est que je suis un peu trop radical. Enfin, c'est ma manière de dire ou de faire. Et donc, il faut accepter certains accommodements. Mais chacun fait comme il... En fait, j'ai envie de vous dire, chacun fait comme il peut. Et c'est sa conscience, si je puis dire, ou son honnêteté, ou je ne sais pas comment on peut dire, qui lui dit, bah oui, tu l'as fait au mieux. Bon, donc, je suppose qu'il a fait au mieux.
Vous vouliez réagir? Non, vous vouliez dialoguer peut-être? Vous voyez... Non, mais vous avez 100% raison. Je ne peux pas dire autrement. Vous avez raison. Mais je n'ai pas complètement tort non plus. C'est des réalités un peu contradictoires. Moi, je serais... Mais justement, le problème, c'est que à trop vouloir être radical, on ne touche plus, on n'arrive plus à faire bien passer. Donc, c'est là où vous avez raison. Il faut aussi des œuvres, entre guillemets, plus grand public, qui trouvent une manière d'attraper le public, quelle que soit la façon pour le... D'ailleurs, dans ces écritures de la troisième génération, comme on dit, on a parlé. Il y a un article du journal Observateur qui a titré, à propos de différents livres qui sortaient, dans lesquels se trouvait le wagon, il a appelé ça la génération Little, parce que c'est le livre Les Bienveillantes, Nathan Little, qui était sorti peu de temps avant. Il se trouvait qu'à ce moment-là, donc on peut le dater, c'est intéressant de ce point de vue-là, aux alentours de 2010, s'est cristallisé quelque chose. Évidemment, vous vous doutez que chacun d'entre nous, chacun des écrivains qui ont écrit dans cette période-là, sur cette période-là, ne savait pas que les autres écrivaient. Parce que, enfin, on ne sait pas, on écrit dans son coin, on ne sait absolument pas ce que les autres font, on ne se connaît pas, on ne sait pas plus se connaître après. Mais, voilà, en 2010, entre 2009, 2008 et 2012, 13, 14, enfin, jusqu'à aujourd'hui encore, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais il y a eu comme ça une sorte de déferlante de romans sur cette période-là. Justement parce que quelque chose, comme je vous le disais, s'était cristallisé, qui faisait qu'il fallait trouver une autre manière de parler de cette période-là, et que la fiction était une manière pas moins légitime, à condition, encore une fois, que cette fiction soit sérieuse, qu'elle ne soit pas faite pour simplement flatter notre dolorisme, ou flatter notre goût du pathos, ou nous donner bonne conscience. Moi, c'est un de mes problèmes personnels, c'est est-ce que je me donne bonne conscience quand j'écris là-dessus? Alors là, j'ai réglé assez facilement le problème. Non, je sais que non, parce que j'ai toujours mauvaise conscience. Donc, mais bon, chacun a affaire avec soi-même. Mais il faut trouver d'autres façons d'en parler. Et vous, j'espère que vous aurez envie de parler aussi, de trouver une manière de reparler de cela, de transmettre, ou de parler d'autres questions qui sont aussi fondamentales. Par exemple, il y a eu des œuvres qui ont été faites très vite, contrairement à la déportation, qui ont été la Shoah, sur le génocide rwandais. Il y a eu une pièce, un spectacle qui a été fait qui s'appelle Rwanda 94. Après le 11 septembre, il y a eu une pièce de Michel Vinaver, 11 septembre 2001. Donc il faut trouver des façons de parler de ces éléments traumatiques de l'humanité, traumatiques à différents titres, à différents niveaux, différents. Il faut trouver des moyens d'en parler. Pour ceux dont le métier, ou la vocation, ou la passion est de rendre compte du réel. Très sincèrement, je dis vraiment sincèrement, je n'en sais rien. Sauf que c'est une évidence que moi je suis fait de théâtre. Enfin, j'ai eu la chance de tomber dedans alors, un petit peu après votre... Enfin non, votre bon, ouais. Et que du coup, il y a ce prisme du théâtre qui intervient à tout moment. Mais en revanche, j'ai mis très tard, j'ai mis beaucoup de temps à écrire du théâtre parce que je n'aime pas la forme théâtre. Je ne suis pas sûr d'aimer le théâtre, paradoxalement. Je n'aime pas la forme dialoguée, par exemple, elle me terrorise dans son côté trop mensonger. Là, je trouve que le mensonge est un peu gros. Faire croire, oui, je te parle, tu me réponds. Donc j'ai mis beaucoup de temps à écrire mes propres pièces. Ensuite, comme je l'avais dit, j'ai dû commencer par écrire une pièce qui ne ressemble à rien, qui s'appelle Pas savoir. C'est tellement pas savoir que je n'ai pas réalisé en écrivant que je donnais ce titre, que pas savoir, ça vous dirait aussi le fait de ne pas savoir qu'il y avait eu la déportation dans ma propre famille. C'est quelqu'un qui m'a fait remarquer.
Donc ce titre-là, pas savoir, c'est vraiment un pas savoir en acte, c'est le contraire du savoir en acte, là c'est le non-savoir en acte. Donc non, je ne sais pas ce que je fais quand j'écris, mais il y a certainement quelque chose d'inconscient, du fait que j'ai aussi beaucoup travaillé les textes, que c'est, voilà, qui fait que ça vient comme ça et pas autrement. Mais ce n'est pas volontaire, on va dire. Alors, il y a des élèves de votre âge, d'ailleurs, qui ont fait un spectacle à partir du wagon, enfin, oui, ça peut être une vingtaine, une trentaine de minutes, à l'occasion de bon, vous avez gentiment... Non, vous ne l'avez pas dit. Ah bon, parce que ça t'aurait pu en parler. Parce que le roman a reçu un prix du roman historique. C'est là aussi où j'ai réalisé que c'était un roman et que c'était de l'histoire. Enfin, avec c'était de l'histoire, mais que ça pouvait être traité aussi comme un roman historique. Et à cette occasion, des élèves de lycée ont fait un spectacle. Et je me suis aperçu que oui, peut-être ça pouvait aussi, dans cette forme de huis clos, ça pouvait devenir intéressant au théâtre. Mais inversement, un journaliste de France 3, c'est Olivier Barrault, pour un livre, une œuvre, je ne sais plus comment ça s'appelle, a attaqué l'émission en disant mais oui, on voit que ça n'est absolument pas théâtral, éventuellement ça serait comment est-ce qu'on dit, cinématographique, mais cette œuvre qui clairement n'est pas théâtrale et romanesque. Donc c'est pour ça que je vous avoue que je ne sais pas quoi en penser. En fait, je ne suis même pas sûr qu'il y ait besoin de... Enfin, les différences, on apprend à les utiliser, les différences entre les genres, théâtre, roman, cinéma, poésie, etc. Mais quand on écrit, ça n'est pas aussi important que ça. Comme je l'ai dit, encore... Non, encore une ou deux questions. Vous avez hâte de partir, je vois ça. Moi, j'aurais une question aussi à poser, mais je l'ai vu. C'est le même. Justement, vous avez parlé de Charlotte Delvaux, et donc elle qui a écrit des pièces, justement, en termes de son expérience, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Et vous dites que la littérature sauve, enfin, en tout cas, oui, je crois que c'est ce que vous avez dit. Charlotte Delvaux parle, il me semble, je ne vais pas me tromper, qu'elle avait acheté une ration de pain à un livre de Molière, je crois que c'était Misanthrope, et que c'est ça qui l'a aidé aussi à tenir, elle avait appris par cœur. Et je fais le rapport avec, le parallèle avec votre livre, parce que dans le wagon, à un moment donné, il s'interroge, le narrateur, sur la puissance des textes aussi, enfin, sur l'apport de ce qu'il a pu, de ce qu'a pu lui apporter les textes littéraires. Et on va finir sur la... Oui, mais ça vient aussi à la question sur tout le reste de littérature, finalement. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je n'avais pas lu Delvaux quand j'ai écrit le texte. En revanche, j'avais lu Primo Levi, Si c'est un homme, qui est un des tout premiers livres écrits par un déporté sur la déportation raciale, qui est un livre évidemment fondateur, fondamental, bouleversant, n'est plus le même après l'avoir lu, et il lui arrive la même expérience. C'est-à-dire qu'il est sauvé par, je ne sais plus si c'est des vers de la comme le narrateur ici d'ailleurs, des vers de la Divine Comédie de Dante, ou si c'est un texte de roman ou autre, et la littérature le sauve, l'aide à tenir. Mais c'est une expérience qu'on fait aussi, par exemple, le journaliste, je cherche son nom, qui a écrit après, qui est aussi romancier par la suite, qui a été emprisonné au Liban pendant des mois et des mois. Vous savez, une époque, vous étiez, je pense, trop jeune, tous les soirs, on avait pendant, je ne sais plus combien de mois on a eu ça, vous vous souvenez qui c'était? Arrête. Non, Sora est mort, je crois, mais c'était la même équipe, justement. Le journaliste, bon, peu importe. Et lui, il raconte ça aussi, qu'il s'est sauvé comme ça en essayant de se réciter, de retrouver des poèmes qu'il avait appris enfant, ou simplement lu adulte, et que ça l'avait sauvé, ce rapport à l'écriture, à la poésie. Se penser encore en termes d'humanité, et pas d'animalité. Et alors, je voulais juste vous dire autre chose que j'ai oublié entre-temps. Oui, le personnage, ce n'est pas moi, évidemment. Ce n'est pas non plus le frère de mon grand-père, parce que je n'avais pas suffisamment d'éléments sur sa biographie, comme il était mort quand même depuis. Je ne voulais surtout pas
pour le coup, inventer sa vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai prêté mon propre, en anglais on dit background. J'en ai fait à quelqu'un qui était passé sans doute par les prépas ou autre, en tout cas qui avait un peu lu, alors que je sais que lui n'avait pas lu le jeune. D'abord la guerre était arrivée très tôt pour lui, il avait 20 ans, donc il était rentré dans la résistance très vite. Donc lui n'avait pas cet élément-là. Par exemple, il faisait partie des gens qui achetaient systématiquement des Pléiades. Il avait toutes les Pléiades, parce que cette culture qu'il n'avait pas pu, parce que la vie l'avait empêché de le faire intégrer, mais il voulait quand même l'avoir près de lui. Moi je trouve ça extrêmement émouvant. Ce n'est pas des bourgeois qui achètent des Pléiades pour faire croire qu'ils les ont eues. C'est quelqu'un, je pense, qui avait besoin d'avoir cette présence-là, parce qu'il n'en avait pas eu dans son enfance. C'est quelqu'un qui après était à DST et a couru après le terroriste Carlos. D'ailleurs, il aurait pu être tué par Carlos, mais c'est un de ses copains qui a été tué à sa place. Et donc, je lui ai prêté mon propre... donc, c'est pour ça qu'à un moment, il se récite, enfin, je me souviens qu'il y a un peu de Dante, et puis surtout, le personnage se dit, mais ce que nos profs nous ont appris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce que nous vivons là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Avoir lu Molière, quand on est en camp de concentration, qu'est-ce que ça peut faire? Là, oui, si, quand même, malgré tout. À ce moment du parcours, le personnage doute de l'art, de la littérature, mais à d'autres moments, peut-être, que ça peut l'aider. Alors, je ne suis pas rentré dans le camp, je n'ai pas été jusqu'à Dachau, parce que, pour moi, c'était un interdit, à titre personnel. Rentrer dans le camp, je ne me sentais pas, déjà pas très légitime pour parler du train, mais en plus du camp encore moins. Mais peut-être que dans le camp, ça l'aurait sauvé. Simplement, parfois on doute de l'art. Quand on sait que les nazis jouaient du Beethoven ou du Chopin et allaient mettre le gaz cyclone aussitôt après, vous dites, oh, alors ça sert à quoi? Le gaz cyclone, c'est vous savez, ce qu'on mettait dans les chambres à gaz. Les mêmes jouent du piano, et puis hop, dans le même mouvement quasiment, donc ça veut dire que notre humanité elle est très fragile. Mais malgré tout, je continue de croire à Beethoven, je continue de croire à Chopin, je continue de croire à la littérature, parce que... Merci. Une petite question au fond. Ça vous a aidé d'écrire et vous avez vu dans les circonstances par rapport à un rapport à la mémoire familiale Votre question est excellente, c'est à quoi sert la littérature, et pour ceux qui la lisent, et pour ceux qui l'écrivent. Et de fait, même si ça n'est... Alors je ne veux surtout pas en faire un objectif. Je n'écris pas pour me faire du bien. Sincèrement, ça me fait plutôt du bien. Mais là, dans le cas présent, ça m'a quand même aidé un peu à cerner. Alors c'est totalement bateau, c'est un topos de dire qu'on fait tous un peu, quand on écrit, on fait toujours un petit peu sa psychanalyse. Moi, je ne veux surtout pas faire de psychanalyse, mais écrire est de fait une manière de mettre au clair un certain nombre de choses et de faire revenir comme ça des choses enfouies que je ne savais pas, que j'avais en moi sans le savoir. Nous avons tous en nous des choses que nous ne connaissons pas, et écrire, c'est une manière de faire revenir des choses que nous avons en nous sans connaître. Parfois, c'est une manière de modifier le réel. Quelque temps après avoir terminé le roman, j'ai réussi à retrouver la troisième sœur, une petite fille qui était morte, dont je vous ai parlé à Auschwitz. J'ai retrouvé cette cousine de mon père qui avait rompu avec la famille à cause de ce traumatisme. Et bon, je ne vais pas vous raconter tout, mais c'est quand même troublant, comme quoi on peut aussi agir sur le réel comme ça.